Education First aura beaucoup à faire pour inaugurer du nouveau matériel en 2026. Il n'y a pas seulement le passage de Rafa à Asos, mais aussi le changement de Shimano Bara FSA à SRAM. Mais surtout, ils vont avoir une nouvelle arme de compétition, ce Super 6 Evo de Cannondale, qui sort aujourd'hui même sur le marché. Et cela nous amène plusieurs questions. La première question est, sera-t-elle à la hauteur des autres vélos du peloton professionnel ? Plus important encore, pourra-t-elle les affronter directement à celle que tout le monde considère comme la référence en matière de vélos de route de compétition polyvalent, la Tarmac SL8 de Specialized ? Eh bien, j'ai déjà parcouru plus de 1000 km en testant ce missile et je viens répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Alors, c'est parti, on lance la review. Voyons ce que cette Super 6 Evo apporte de nouveau, car le vrai défi est là, affiner quelque chose qui était déjà très abouti. En fait, à première vue, il ne semble pas y avoir beaucoup de changements sur ce nouveau modèle, mais avant tout, un peu de contexte. Il faut préciser que Cannondale fait partie des grandes marques qui misent définitivement sur une seule plateforme comme vélo de route de compétition. Disons que c'est dans la lignée de la stratégie suivie par Specialized avec la Tarmac SL8 ou Trek avec la 8e génération de la Madone, et en se distinguant fortement de la stratégie bicéphale, que suivent d'autres marques comme Colnago, BMC ou Scott, où il est très clair qu'elles ont un modèle grimpeur ou polyvalent, et d'autre part un modèle complètement aéro. Cela oblige les ingénieurs de la marque à être encore plus excellents dans leur travail, car un seul vélo doit couvrir le maximum de terrain possible. Est-ce que le nouveau Super 6 Evo y parvient ? Eh bien, nous allons répondre à cette question. Les ingénieurs de Cannondale s'avèrent que le modèle précédent était déjà quasi parfait en maniabilité. Ils se sont donc concentrés sur deux domaines pour augmenter le potentiel de ce vélo, l'aérodynamisme et le poids. En termes d'aérodynamisme, la différence est subtile sur les photos, mais de près on voit clairement le travail d'affinement de certaines parties du vélo. Fourche, cadre, guidon, aérodynamique, dont je vous donnerai plus de détails plus tard car il y a beaucoup de nouveautés sur cette partie du vélo, mais en gros, quand on s'approche, on voit que le tube de direction est beaucoup plus étroit, que les tubes sont plus plats. L'intégration de ces portes-bidons et bidons aérodynamiques vise à faire en sorte que le flux d'air généré par la roue avant et le tube diagonal reste sans irrégularité sur toute cette section. Et l'obsession de cacher la roue arrière derrière le tube de selle. Cela nous montre clairement que les ingénieurs ont eu beaucoup de liberté pour faire en sorte que ce vélo pénètre dans l'air de la manière la plus efficace possible, installé sur le vélo, sur le plat en position aérodynamique. Il est facile de sentir que le vélo, une fois lancé, nécessite très peu de watts pour rester au-dessus de 35 km/h. Les roues à très haut profil aident à renforcer l'ensemble, mais je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Je pourrais dire que sur le plat, je ne vois aucune différence avec un vélo aérodynamique comme le Canyon Aero Road par exemple. À titre d'exemple, vous avez l'une des premières sorties que j'ai faites avec ce vélo en décembre lors d'un parcours de 66 km. Il m'a été très facile de maintenir une vitesse moyenne de 34 km/h, ce qui est assez impressionnant pour un cycliste de mon niveau. Bien sûr, sur Strava, tu finis avec une vitesse moyenne de 33,7 km/h. C'est à cause des feux rouges en arrivant en ville après l'entraînement, mais vous le voyez. À 207 watts de puissance moyenne, ce qui n'est pas un effort énorme de ma part, il est donc clair que le vélo est extrêmement rapide, sur le plat. Pour les poids, la bonne nouvelle est qu'ils sont très compétitifs pour un vélo polyvalent comme celui-ci. Mais le plus intéressant, c'est que les poids sont assez compétitifs dans pratiquement toutes les catégories, tous les modèles. Pour clarifier, Cannondale proposera 3 types de carbone différents. Évidemment, le plus léger se trouve dans la gamme Lab 71 qui est à la plus haut de gamme, la plus élitiste, en termes de prix aussi. Mais bon, vous allez voir, dans ce tableau sont indiqués les poids des différents cadres, toujours en taille 56 avec la peinture déjà appliquée et toute la visserie, donc ce sont des poids totalement réels. Et ensuite, il y a la transposition à ce qui serait le montage complet de série de chacun des vélos.
Là, vous pouvez vérifier, chacun d'entre vous va voir différentes catégories. SL Aero. Je vous explique tout de suite, mais pour que vous ayez une idée, ce modèle que j'ai ici, qui est l'Evo 1 dans sa version Aero, donc la version la plus lourde en taille 54, telle que vous la voyez montée ici. Même avec le support du compteur vélo, les portes bidons, le capteur de puissance en tubeless, sans pédale bien sûr, chacun met les siennes. Une fois sur la balance, elle est juste en dessous de 7,4 kg. Ce poids se traduit par une très bonne capacité en montée. Je ne dirais pas aussi excellente qu'une pure grimpeuse comme peut l'être une Giant TCR. Disons par exemple que si la TCR est un Dix en montée, cette nouvelle Cannondale est un 9. Mais sans aucun doute, elle est bien au-dessus de ce qu'est une pure aéro. Il faut aussi noter la réactivité de l'arrière du vélo lorsqu'on accélère en danseuse. Il demande constamment d'appuyer. Sur certains vélos aéro, l'arrière semble très paresseux. Quelque chose que j'ai trouvé très positif, c'est que cette nouvelle gamme de Super Six Evo bénéficie d'un travail très approfondi de la part du chef de produit. Pour pouvoir proposer un même cadre fourche, un même kit cadre, avec deux versions différentes, une version aéro et une version grimpeur ou super légère. Je salue cette initiative car elle permet aux consommateurs d'adapter davantage le vélo à ses besoins. C'est réservé aux deux modèles haut de gamme. Mais comme je l'ai dit, j'applaudis l'initiative. Autant sur les modèles l'AB71 que sur les Evo, il sera possible de choisir entre les spécifications Aero ou SL. Cela signifie que les spécifications SL disposeront d'un cockpit en carbone ultra léger de seulement 265 grammes de roues, d'escalade avec un profil de 38 mm de T-Swiss et de groupe SRAM Red AXS, dans le cas de la l'AB71, tandis que la version Evo 1 SL sera équipée du même cockpit léger, d'un groupe Shimano Ultegra DI2 et de roues réserve, avec un profil de 34 mm à l'avant et 37 à l'arrière. D'autre part, pour les versions Aero la B71, vous trouverez un cockpit aéro de 375 grammes, roues réserve avec un profil de 57 mm à l'avant et 64 mm à l'arrière, et un groupe Dura As D2 de Shimano. Tandis que sur les VO, vous avez exactement ce modèle que je teste avec Aero, avec un groupe Force AXS et les mêmes roues. Reserve Surf. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Passons maintenant aux petits détails du vélo. Vous me permettrez de suivre la liste que j'ai ici. Il y a beaucoup d'informations et je ne veux pas me tromper, mais bon, pour commencer. 32 mm de passage de roue, maximum pour les pneus à l'avant comme à l'arrière, boîtier de pédalier BSA de 68 mm visserie en titane pour la selle. Sur les modèles Lab 71 et Evo 1, l'apparition d'une nouvelle taille 52 qui n'existait pas sur le modèle précédent, on passait de la 51 à la 54. Des gens restaient directement au milieu, dans un no man's land. Donc maintenant, vous allez avoir 50, 52 et 54, beaucoup plus d'options. Bien sûr, des tailles en dessous, des tailles au-dessus. Tous les modèles Lab 71 et Evo 1 seront désormais équipés d'un capteur de puissance de série. Dans le cas des transmissions SRAM, bien sûr, le capteur de puissance sera un Quark. Et dans le cas des transmissions Shimano, le capteur de puissance sera un 4i. Tous les modèles Evo 2 et inférieurs ne sont pas équipés d'un cockpit, mais d'un guidon et d'une potence en 2 pièces. Et pour ceux qui sont équipés du guidon aéro. Sachez qu'il est possible de choisir entre différentes tailles, par exemple des largeurs dans le cas du guidon aéro, de 34 à 38 cm avec un flard de 40 mm son. Cela nous donne la possibilité d'utiliser par exemple un guidon comme celui que j'utilise actuellement, de 38 mm de largeur en partie supérieure et 42 en partie inférieure. Ainsi tu t'assures un maximum d'aérodynamisme lorsque tu es positionné sur la partie supérieure et une excellente maniabilité lorsque tu dois te tenir sur la partie inférieure du guidon. Et d'autre part, il y a la version SL du cockpit, qui était proposée avec des dimensions un peu plus larges. Parce qu'on peut choisir entre 38 et 40 cm pour la partie supérieure, tout en gardant toujours les 40 mm de flard de différence de largeur avec la partie inférieure. Et les deux cockpits seront toujours proposés avec différentes longueurs de potence pour que vous puissiez vous adapter parfaitement au vélo. Votre section préférée, avantages et inconvénients ? Allez, je vais suivre la liste. Ici, j'ai plusieurs petites choses à préciser pour commencer. Les avantages. Vélo super polyvalent, vraiment. Pour ceux qui cherchent une seule plateforme pour tout faire du mieux possible, c'est une arme à vraiment prendre en compte, à considérer sérieusement.
Deuxièmement, je trouve à ce vélo une capacité de maniement incroyable, et en plus je le dis après avoir testé un modèle avec la configuration aéro. Avec ses roues. Avec un profil aussi haut qui pourrait poser problème dans les virages, et je vous dis qu'en dépit de ce profil, il est facile d'entrer dans les virages avec ce vélo. Et c'est le genre de vélo qui te donne envie d'aller spécifiquement faire des descentes sur des routes étroites avec beaucoup de virages et tout ça. Parce qu'on prend vraiment du plaisir avec elle, ce que honnêtement je n'avais jamais ressenti auparavant avec des roues aussi hautes. Donc le vélo conserve la maniabilité exceptionnelle du modèle précédent. D'un autre côté, la possibilité de choisir, au moins pour les deux gammes les plus élevées, entre deux types de versions différentes, la SL et l'Aero. Je vous ai déjà dit que pour moi c'est un vrai plus. Les autres marques devraient aussi appliquer cela, surtout sur les montages de série. Ensuite, il y a le poids, qui essaie vraiment bien maîtrisé compte tenu de la rigidité de l'ensemble et de la réactivité du triangle arrière. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que tu te lèves et le vélo demande à être poussé, ce n'est pas un vélo où tu te dis en te levant que ça va être difficile de le faire avancer. Surtout quand le pourcentage de la pente dépasse les 10%. Maintenant, passons aux inconvénients. La première chose, c'est qu'il y a peu d'options de peinture dans le catalogue, peu de diversité, donc à ce niveau-là, c'est peut-être un point à améliorer. D'un autre côté, le choix des pneus. Il est vrai que ce sont des pneus très rapides, mais ce sont des pneus très rapides. Si la route est parfaite et si la route est droite, le vélo reste dans cette position. Personnellement, je considère que les Vittoria ne sont pas les pneus les plus polyvalents qui existent. Et bon, au final, ça reste inconsommable. Vous faites les kilomètres nécessaires en les montant, et si cela ne vous plaît pas, vous changez. Pour moi, ce point pourrait être amélioré sur le montage d'origine. Et enfin, il y a un inconvénient dont je pense qu'il faut parler. De la même manière que j'ai salué le fait qu'il existe deux options de montage pour les deux gammes les plus élevées, la SL et l'Aero. Je pense que cette option, en particulier l'Aero de l'Evo, présente une petite incohérence. Et je considère que la cible de public qui va rechercher ce vélo avec ce concept aéro, il est très probable que cette transmission SRAM avec un grand plateau de 48 soit insuffisante. Au final, c'est un vélo, comme je vous l'ai dit avant, qu'il est très facile de mettre à 35 km/h, et là, même si vous passez sur le pignon de 10 le 48, si tu es un minimum en forme, si tu es une personne préparée, si tu es quelqu'un qui, peut-être, fait de la compétition, il est très probable que ce 48 soit trop petit pour toi. Ce n'est pas un problème de canon, c'est un problème des spécifications de toutes les marques qui montent le 48 de série de SRAM. Mais enfin, j'ai considéré que sur ce modèle en particulier, tout comme l'Aerolab 71, il est livré avec le 52 de Shimano, et je trouve cela beaucoup plus logique. Ce 48, à mon avis, est trop petit. Et enfin, un avertissement. Ce n'est ni un avantage, ni un inconvénient, mais je veux que vous en teniez bien compte, parce que les gens voient là en soi les spécifications aéro, avec ses jantes, avec ses profils énormes. 57 mm à l'avant, 64 à l'arrière, c'est bien plus que la norme actuelle de 45 ou même 50 à l'avant et à l'arrière. Et les gens, quand ils voient ça pour l'esthétique, ils se jettent dessus directement. Je veux vous faire réfléchir et vous avertir que ce type de roue, entre les mains d'une personne, d'un cycliste qui n'est pas vraiment expert, qui n'a pas beaucoup d'expérience avec elle, peut ne pas vivre les meilleures expériences. Par jour de grand vent ou sur une route avec beaucoup de virages, mais surtout par jour de grand vent. Je le dis pour que vous en teniez compte. La version SL n'est peut-être pas aussi voyante, mais c'est aussi une très bonne option. Pour répondre à la question initiale, ce vélo surpasse-t-il un Tarmac SL8 et peut-il concurrencer le peloton professionnel ? Je pense qu'elle n'a vraiment rien à envier à aucun autre vélo que l'on puisse trouver aujourd'hui dans le peloton professionnel. En fait, je pense que d'ici 2026, ce sera l'une des références en matière de vélo polyvalent, si l'on comprend la polyvalence selon ce nouveau développement. Concernant les techniques de construction des cadres observées ces 3 dernières années. Plus ou moins, elles ont vraiment permis d'améliorer considérablement toute la partie interne du cadre de la fourche. Et obtenir ce que les marques promettent de toujours mais qui paraît presque impossible. Moins de poids, plus de rigidité et plus de réactivité. Ici, c'est évident dès que tu la mets sur la balance et dès que tu montes sur le vélo. Donc elle peut vraiment rivaliser avec n'importe laquelle. Avec la SL8, je pense qu'elles peuvent être sur un pied d'égalité. Ce sont vraiment des vélos très similaires.
Si on cherche la moindre nuance, d'après mon expérience, je vous dirais que la SL8, la Tarmac. J'ai l'impression que c'est un vélo un peu plus grimpeur et que cette Cannondale est un peu plus aérodynamique. Mais on parle de différences minuscules entre deux vélos qui se ressemblent énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi s'il vous plaît, ici dans les commentaires, Quelle note donneriez-vous de 1 à 10 à cette superbe nouvelle Cannondale Super 6 Evo ? Partagez la vidéo avec vos amis cyclistes, mettez un like, bien sûr, cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Soyez très heureux, ciao ciao.